Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour et bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Christophe Le Sourd, comme chaque mois, a demandé à un invité de la communauté juive de le rejoindre pour échanger et dialoguer fraternellement dans les suites de la déclaration de Vatican II Nostra Aetate. Bonjour Christophe. Bonjour Flore. Alors à qui avez-vous demandé de vous accompagner aujourd'hui ? Alors j'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir Gad Libgui qui est le responsable de l'Écuge qui va nous présenter dans quelques instants, ainsi que l'Institut Elie Wiesel. Mais alors pour commencer, Gad, si tu le veux bien, parlons de ton parcours. Bonjour Christophe, bonjour Flore. Merci vraiment de cette invitation qui m'honore. Donc je dois me présenter, c'est ça ? Voilà, c'est toujours intéressant de connaître le parcours de l'invité. D'accord, alors je suis Gad Libgui, donc j'ai 54 ans. 3 enfants, Abraham, Aaron et Amira. Et je dirige depuis 8 ans 2 très belles institutions juives que sont l'Écuge, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, et l'Institut universitaire Elie Wiesel. 2 institutions qui ont une vocation et culturelle et académique, et j'imagine qu'on va en parler plus en détail. Tout à fait, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Très bien. Peut-être en ce qui me concerne, quelques mots sur mon parcours. Je suis né au Maroc, j'y ai grandi, et je suis arrivé en France en 89 après mon bac pour y faire mes études d'ingénieur en informatique, et j'ai fait toute une carrière dans le monde de l'entreprise, en ayant très tôt créé mon entreprise de conseil. Et après presque 25 ans de vie de chef d'entreprise, j'ai tout simplement basculé, pivoté, changé de parcours en, je dirais, m'engageant dans cette institution qu'est l'Écuge, institution que je connaissais très bien, dans laquelle j'étais très engagé en tant que bénévole. J'accompagnais les dirigeants précédents qui étaient des amis, surtout le parcours autour du digital et des premiers pas. Je me souviens très bien des premiers sites web, des premières newsletters, des premiers systèmes d'inscription en ligne, etc. Mais globalement, le parcours est effectivement assez classique dans le monde de l'entreprise. Un engagement associatif fort au sein de la communauté juive, mais au sein d'autres ONG. Et puis, voilà, une sorte d'engagement total pour l'institution que je dirige aujourd'hui, avec une équipe, une sorte d'équipe de rêve, parce que finalement, vous le savez, dans le monde associatif, il y a beaucoup d'engagement personnel, et je suis très très bien entouré avec un conseil d'administration engagé et un président également qui l'est, Yves Rouas, et qui m'accompagne et qui m'encourage beaucoup. Donc voilà, à titre personnel, je suis aussi, Christophe, je ne vous apprendrai rien, un juif de France, ou un Français juif, je n'ai pas de religion, fidèle à mon héritage millénaire et à mes racines marocaines, profondément ancrées. Je suis l'héritier d'une histoire ancienne, de génération en génération, une histoire souvent blessée, parfois tragique, mais toujours vivante. Je porte en moi la fierté d'une identité plurielle, libre d'évoluer au gré de mes recherches personnelles. Vous l'avez compris, Christophe, j'essaie de donner une résonance assez polyphonique à ma présentation, si vous voulez bien, mais je suis aussi le fruit de ces prières chuchotées dans les caves, des volets que l'on ferme avant de prononcer le nom d'Israël, des livres d'études ouverts malgré les vents contraires. Je porte en moi la mémoire de Dreyfus, bien sûr, les trahisons de Vichy, mais aussi les admirables contributions que nous ont offert Pierre Mendès France, Simone Veil ou Robert Badinter.
Je suis un juif de France et j'aime ce pays. Ses lumières, ses combats, sa langue, ses paradoxes. Aujourd'hui, évidemment, on en parlera peut-être. Je suis un juif de France inquiet. Quand l'antisémitisme redevient une rumeur ordinaire, un graffiti sur une école, une insulte dans le métro, un coup de poing sur le visage d'un rabbin, un cri dans une manifestation. Quand le soupçon pèse sur mon existence même, sur ma loyauté, quand la légitimité d'Israël est remise en cause, je suis inquiet. Mais je me tiens debout parce que ma place est ici, parce que ma tradition m'enseigne non pas la peur, mais la responsabilité. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un, dit le Pirkei Avot. Je ne demande pas de privilège, je demande que la République tienne sa promesse. Celle de protéger chacun dans sa dignité, sa foi, son nom. Et je dis à mes frères en humanité, croyants ou non, à celles et ceux qui savent que la France ne sera elle-même que si elle entend toutes ces voix, même les plus fragiles, même les plus minoritaires, les plus silencieuses. Je suis un juif de France, je suis un visage de la République. Et je veux continuer à en écrire l'histoire avec chacune et chacun. Cette résonance que j'ai souhaité donner, Christophe, elle fait écho à cette sensation que peuvent ressentir beaucoup de juifs de France, d'isolement, d'incompréhension. Non pas qu'on ne sente pas dans cette période très lourde où les actes antisémites ont augmenté de manière irréelle, quasiment irréelle, non pas qu'on ne sente pas le soutien des uns et des autres, et particulièrement de nos frères chrétiens, mais on le voit bien, il y a des signaux qui ne sont pas encourageants. Et particulièrement ceux qui nous font ressentir qu'il y a une certaine indifférence dans notre société au sort de celles et ceux qui se retrouvent acculés aujourd'hui à un repli par la force des choses, par la force de la peur. Donc je crois que c'est un vrai sujet qui occupe et qui doit occuper notre société aujourd'hui et qui doit occuper l'engagement des uns et des autres. On ne peut pas être indifférent à la situation tragique que vivent beaucoup de nos concitoyens coreligionnaires en France, soit parce qu'ils sont l'objet de préjugés enracinés, d'accord, et je ne veux pas parler seulement que des juifs, soit parce qu'ils sont effectivement ciblés aujourd'hui pour des raisons qui ne peuvent pas être acceptables. Donc, dans l'absolu, c'est un vrai sujet qui me préoccupe en tant que citoyen, en tant que responsable et en tant que juif de France. Merci, Gad, de ce message extrêmement émouvant. Et je me permets de rappeler aux auditeurs de KTO Radio que le 1er février 2021, à la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, solennellement, au nom de tous les évêques de France, avait remis une déclaration exhortant tous nos concitoyens, pas simplement les catholiques, mais tous concitoyens, à lutter énergiquement contre toute forme d'antisémitisme et d'antijudaïsme. C'était en 2021, c'est-à-dire avant le 7 octobre 23, avec l'explosion des actes antisémites en France. C'est dire combien les évêques de France sont conscients de cette grave montée de l'antisémitisme. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que tu disais il y a quelques instants, on sent qu'en France, pour reprendre la formule de Simone Veil, l'antisémitisme, ça n'imprime pas. Ouais. Beaucoup de gens ne mesurent pas ce qui se passe véritablement. Récemment, il y a eu les assises de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, autour de la ministre Aurore Bergé. Voilà. Et est-ce que tu pourrais évoquer à nos amis qui écoutent KTO Radio comment dans le quotidien s'exprime l'antisémitisme? C'est pas si original que cela. Je pense que ça fait écho à à une mémoire collective. Il y a évidemment une augmentation de plus de 300% des actes antisémites en une période extrêmement courte.
Il y a une intensité jusque-là complètement nouvelle. Évidemment que ces actes se traduisent par des insultes, le plus souvent. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une augmentation notable des actes de violence. Et ces actes de violence deviennent de plus en plus violents. Or, c'est pas nouveau, on le sait, depuis une vingtaine d'années, notre pays est traversé par des velléités radicales venant de l'islamisme radical le plus souvent, mais les extrêmes dans notre pays ne se sont pas reposés, au contraire, et je crois qu'il y a là une sorte de tenaille qui englobe les Juifs de France, mais aussi celles et ceux qui aspirent simplement à une vie paisible dans notre pays. Et je veux évidemment rappeler que la question des préjugés dans notre pays est un vrai sujet. Les préjugés anti-musulmans, les préjugés anti-noirs, les préjugés évidemment anti-juifs alimentent ce racisme et cet antisémitisme qui est un poison pour notre pays parce qu'il est contraire à toutes nos valeurs. Mais le dire ne suffit pas. Donc au quotidien, Christophe, vous avez des concitoyens qui rasent les murs. Je ne dis pas tous, je dis certains. Et c'est déjà trop. Au quotidien, vous avez des parents qui s'interrogent sur l'école dans laquelle ils inscriront leurs enfants demain, parce qu'ils ont décidé que cette année, c'était l'année de trop. Vous avez au quotidien des restaurants cachers qui voient leurs vitrines régulièrement brisées par des jets de pierre. Vous avez au quotidien des enfants qui refusent d'aller faire du sport dans des stades ou des gymnases de peur d'être confrontés à des insultes d'autres enfants. Et vous avez évidemment ce que l'on voit à la télévision au quotidien, des branches ou des minorités radicales qui occupent le terrain, on l'a vu dans les universités, où je me demande ce qui se serait passé si nos universités n'étaient pas prêtes pour l'enseignement à distance. Vous imaginez qu'aujourd'hui, et les étudiants de l'Union des étudiants juifs de France le rappellent, beaucoup d'étudiants ne franchissent plus les murs des campus. Ils font des cours à distance. Pas parce qu'ils vont être agressés systématiquement, mais parce qu'ils vont subir une pression qui est invivable. Tout simplement. Donc, quelles sont les conséquences de tout cela ? Les conséquences de tout cela, c'est que les plus fragiles d'entre nous continueront à être fragilisés, à être victimisés. D'accord ? Les plus fragiles, ce sont celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans une école privée. Ce sont celles et ceux qui n'ont pas les moyens de déménager de leur logement actuel. Ce sont celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger. Donc, nous sommes dans un pays où, subrepticement, nous laissons les plus fragiles à la merci des plus radicaux. Et nous avons un problème de fond ici. C'est pas lié aux Juifs. Les Juifs, effectivement, catalysent. Je ne veux pas rappeler à vos auditrices et vos auditeurs que les Juifs de France représentent moins de 1% de la population française. Et ils représentent quasiment 50% des actes racistes dans notre pays. En disant cela, je pose la question, jusqu'à quand ? Parce que la réalité, c'est que beaucoup de nos concitoyens juifs s'interrogent. Est-ce que la promesse républicaine est toujours possible ? Non pas est-ce qu'on va y arriver, mais est-ce qu'elle est possible ? À partir du moment où notre pays n'a plus les moyens de protéger ses citoyens, quelle que soit la menace,
on est dans une fragilité collective qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut imaginer de la France. Et c'est pour ça que le plus étonnant, c'est qu'on ne trouve pas les ressorts pour s'en sortir. C'est-à-dire, vous comme moi, Christophe, nous sommes sur le terrain, nous croisons tous les jours des personnes de bonne volonté, nous croisons tous les jours des personnes dont la fraternité partagée nous permet de tenir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui hésitent à sortir de chez elles. Et ce n'est pas acceptable. Je pense évidemment que c'est notre pays tout entier qui est en crise. On le voit avec ces velléités de représentation des extrêmes dans notre pays. Mais je pense aussi que les Juifs sont un indicateur de la santé. Et la situation des Juifs sont un indicateur de la santé. Au même titre d'ailleurs, et c'est ma conviction personnelle qui n'a rien à voir, que l'état des prisons est également un indicateur de santé d'une société. Et voilà, on est dans une société malade, mais que fait-on ? Comment reprenons-nous le contrôle ? Le politique, et c'est une différence majeure, aujourd'hui est conscient, mais on a l'impression qu'il est quand même impuissant, puisque plan après plan, nous n'y arrivons pas. Et je crois vraiment que l'antisémitisme doit être une cause nationale dans notre pays. Et cette cause nationale, nous l'avons exprimée et souhaitée dans une tribune qui a été publiée récemment dans le journal La Croix et reprise dans Actualité Juive. C'est dire combien ce qui vient d'être dit rejoint notre intime conviction. Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier échange, ce premier état des lieux et puis cette première alerte. Nous allons marquer une pause musicale. Alors Gad, qu'est-ce que vous aimeriez nous faire écouter aujourd'hui ? Alors j'ai choisi un morceau qui me bouleverse pour des raisons totalement inconnues et que je ne cherche pas à analyser. Mais c'est un morceau composé par Stéphane Grappelli et interprété par Laurent Corchia, et c'est particulièrement cette interprétation qui me touche, et ça s'appelle Les Valseuses. Merci beaucoup, nous allons écouter, nous nous retrouvons dans Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, juste après Stéphane Grappelli. À tout de suite.
Vous êtes bien sûr KTO Radio. Dans notre émission Dialogue au présent, le père Christophe Le Sourd reçoit aujourd'hui Gad Ibghi et nous allons en savoir un peu plus sur l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel. Voilà. Après ce temps de présentation, puis l'état des lieux extrêmement inquiétant de l'antisémitisme en France, on va maintenant aller à la rencontre de deux institutions très importantes de la communauté juive de France. D'abord, l'Écuge. Qu'est-ce que l'Écuge ? L'Écuge, c'est l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. C'est une institution qui a été fondée en 1963 sous le nom de Centre communautaire de Paris et qui a été fondée avec une mission assez audacieuse qui est celle de faire vivre les cultures juives dans la cité. Non pas comme des vestiges du passé, mais comme une force d'avenir, comme un moteur du dialogue dans la société. Et dès ce début, le Centre communautaire de Paris, qui était situé sur les grands boulevards, au boulevard Poissonnière, a eu une mission importante d'accueil des publics, jeunes et moins jeunes, arrivant d'Afrique du Nord. On est en 63, au lendemain des indépendances, et ce lieu a été conçu comme un lieu ouvert où les Juifs pouvaient venir développer, s'épanouir autour d'une identité ouverte dans la cité, à côté de la synagogue. Très intéressant parce que le tissu associatif de l'époque était constitué effectivement de beaucoup de synagogues, de tout rite, mais aussi de beaucoup d'associations plutôt yiddishisantes, plutôt politiques, mais pas culturelles ou assez peu. Il y avait des mouvements de jeunesse et les dirigeants de la communauté juive de l'époque, dont ceux du Fonds social juif unifié, aidés par le Joint américain, cette organisation qui a œuvré pour la reconstruction du judaïsme européen au lendemain de la guerre, ont imaginé cette solution originale pour accueillir ces jeunes qui venaient en créant un mouvement de jeunesse qui s'appelle le DEJ, qui existe toujours, et en créant un lieu de culture et de socialité pour les Juifs. Et d'ailleurs, on a eu le bonheur d'une reconnaissance de la ville de Paris, de ce rôle important d'accueil qu'a joué le Centre communautaire de Paris, ville de Paris, qui a apposé une plaque sur le fronton de l'Écuge actuel, qui est situé au 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement de Paris. Donc cette institution a accompagné les mutations du judaïsme français. Elle a servi de matrice à tous les centres communautaires qui ont essaimé en banlieue et en région. Et elle a continué à rayonner avec un programme culturel très riche, très diversifié, en complémentarité avec les offres locales des différentes communautés juives qui se centré essentiellement sur la dynamique de vie juive, l'accueil des événements de la vie juive, etc. Donc culturellement, nous avons continué à évoluer pour devenir aujourd'hui cet espace culturel qui est ouvert à la communauté juive, mais également à nos concitoyens non juifs qui viennent découvrir les différentes facettes de la culture, des savoirs, des traditions autour de la civilisation juive. Voilà, c'est ce lieu de vie, un lieu hybride, Christophe, que vous fréquentez de temps en temps et dans lequel nous retrouvons avec beaucoup de bonheur. Lieu hybride, pourquoi ? Hybride par ses publics, hybride par ses programmes, hybride par ses intervenants. Nous sommes un lieu où toutes les sensibilités du judaïsme s'expriment. Et vous savez que c'est pas si facile que ça. Le dialogue
communautaire est souvent plus difficile, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, est souvent plus difficile que le dialogue interreligieux. L'Écuge est un des lieux qui accueille ce dialogue, qui le cultive même, et qui est reconnu pour cela au sein même de la communauté juive. Et je n'oublie pas, je veux préciser tout de même, Christophe, pour celles et ceux qui nous écoutent, que quand nous parlons de la communauté juive, elle n'est pas monolithique. La réalité, c'est que, comme toutes les grandes communautés dans notre pays, et on croit vraiment qu'il y a une communauté nationale, mais communauté ne signifie pas communautarisme. Comme toutes les grandes communautés, la communauté juive est relativement sécularisée. Il y a probablement 30% des juifs de France qui fréquentent régulièrement un lieu juif. Une synagogue, une école juive, qui mange cachère, etc. La grande majorité reste plutôt des juifs culturels. D'accord, avec un attachement à leur identité qui leur appartient, qui passe par des facettes aussi diverses que l'histoire familiale, les traditions. Et c'est pour ça que c'est pas du tout étonnant pour nous de croiser un juif athée, par exemple. Ça ne nous choque absolument pas. Alors des juifs athées, des juifs pratiquants, des juifs avec kippa ou pas, et puis nos frères non juifs, on les fréquente, on les croise. Ils se croisent dans un lieu comme l'Écuge. Et pour peut-être préciser de manière un peu plus détaillée ce que nous y produisons à l'Écuge, nous y produisons des centaines d'événements culturels à l'année. C'est un lieu de vie qui est ouvert toute l'année. Des rencontres, des concerts, des spectacles, des expositions, etc. Je veux d'ailleurs noter que nous avons beaucoup d'admiration pour le travail du Collège des Bernardins, par exemple, qui est une organisation amie et qui fait un travail incroyable. Mais à la différence du Collège des Bernardins, et je me permets toute liberté de l'exprimer, à la différence du Collège des Bernardins, l'Écuge est indépendant de toute autorité religieuse. Et que notre référentiel est plutôt culturel et moins... j'ai envie de dire halachique, halachique c'est la loi juive, ce qui nous offre un peu plus de liberté d'action, et ce n'est pas réducteur de dire cela, mais ça permet de situer l'Écuge également dans l'écosystème juif, constitué de beaucoup d'associations, un tissu associatif d'une grande richesse, dans tous les domaines, culturel, social. J'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels du social dans le monde juif, qui font un travail incroyable, politique évidemment, mais donc l'Écuge est une institution, certes, légitimiste. On est membre du CRIF, on est membre d'une fédération importante qui est le Fonds social juif unifié, qui est un peu notre maman. On est un peu l'enfant turbulent, pour être transparent. Mais dans ce lieu, qui est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de culture, on va également retrouver un programme très important de découverte, d'enseignement autour de la langue hébraïque. Et derrière cette idée de langue hébraïque, il y a également la découverte de la société israélienne. Parce qu'une des dimensions de la culture juive, j'ai envie de dire, il y a la richesse que représente la société israélienne dans toute sa complexité. Et beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient juifs ou non, ont besoin de clés pour comprendre cette société qui ne répond pas du tout au code que nous connaissons ici en France, par exemple. La question de la laïcité est une sorte de bijou extrêmement précieux,
mais qu'on ne partage pas avec les uns et les autres, nous le savons bien. Donc ce lieu qu'est l'Écuche, c'est également un lieu d'enseignement des textes fondamentaux du judaïsme. Nous avons un programme qui s'appelle le Limoud Lab, autour du rabbin Claude Sultan, qui accueille des enseignements de Talmud, de Bible, de pensée juive, mais également qui accueille une fois par mois le grand rabbin de France pour un enseignement, et qui accueille également de jeunes chercheurs et penseurs juifs. Nous avons un programme très ambitieux autour de l'enseignement scientifique, académique de toutes les disciplines liées à la civilisation juive. C'est l'Institut universitaire Elie Wiesel qui fête cette année son 20e anniversaire. Quand je dis « nous avons », en réalité, l'Institut est une institution universitaire, indépendante, avec des statuts qui l'engagent. Une institution universitaire n'est pas une institution confessionnelle, vous le savez. Et les fondateurs de l'Écuche ont eu cette vision de créer un outil, un espace où les chercheurs, les enseignants qui sont issus de l'université puissent partager le fruit de leurs recherches avec le grand public. C'est la mission de l'Institut Elie Wiesel, assez singulière. C'est le lieu où aujourd'hui on va... Je vais vous donner un exemple, Christophe, pour nos auditrices et nos auditeurs. Imaginez qu'à l'Écuche, par exemple, nous avons tous les lundis après-midi un cours de Talmud avec le rabbin Claude Sultan. Un cours de Talmud sur texte, études, poursuivi tout au long de l'année sur un traité du Talmud. À l'Institut Elie Wiesel, nous avons également un cours de Talmud avec le professeur José Costa, professeur à la Sorbonne. On peut imaginer que les approches sont totalement différentes. Elles sont complémentaires, évidemment. Et c'est cette complémentarité qu'on veut cultiver. Que l'on ait envie d'étudier sur texte avec un rabbin aussi incroyable que peut être l'immense pédagogue qu'est le rabbin Claude Sultan, ou que l'on ait envie d'avoir une vision plutôt objective, structurante, scientifique de ce qu'est l'objet d'étude, qu'est le texte talmudique, et le contexte dans lequel il a été écrit, etc., eh bien, on va trouver des réponses à l'Écuche. Ça, c'est un des exemples de cette richesse que nous essayons de proposer. Mais l'Écuche, c'est également un lieu de vie juive. C'est un lieu qui accueille des communautés, qui développent une vie juive extrêmement riche, des communautés de sensibilités différentes. Alors, dans le monde juif, il y a évidemment les courants du judaïsme, le courant orthodoxe, traditionnaliste, libéral, massorti, etc. Mais il y a également les rites. On rajoute une autre couche. Il y a les rites tunisiens, algérois, constantinois, marocains, etc. Alors, l'Écuche a la joie d'accueillir des offices de type de rites marocains, tunisien, mais également une nouvelle communauté installée en France, qui est la communauté moderne orthodoxe, que nous soutenons et que nous accueillons depuis maintenant presque 2 ans. L'Écuche, c'est également un lieu de vie pour les associations. Nous avons développé un programme avec le soutien d'ailleurs de la ville et de grandes institutions juives, le FSJU, la FMS, la Fondation Saktarachi, etc. Nous avons développé un lieu qui s'appelle l'Écuche Factory, qui est un espace de coworking, une sorte d'incubateur d'innovation sociale et culturelle qui accueille des associations qui développent leurs programmes dans notre lieu, et qui une sorte d'accélérateur, si vous voulez, pour les associations. Un exemple, pour peut-être éclairer nos auditrices et nos auditeurs, nous accueillons une association incroyable qui s'appelle l'Echaim Handicap, qui organise des activités culturelles pour des adultes en situation de handicap. Me direz-vous, c'est pas si original? Ben si, c'est original, parce que dans notre pays, il y a beaucoup de lieux d'accueil pour les adultes qui ont un handicap lourd. Il y a beaucoup de lieux d'accueil pour les enfants qui ont un handicap, mais très peu pour les adultes ayant un handicap qui ne soit pas moteur. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de jeunes adultes qui sont enfermés chez eux parce qu'il n'y a pas
de lieu pour les accueillir. Et cette association a identifié cette question-là, ce problème, et les accueille 2 fois par semaine dans les lieux, dans les locaux de l'Écuge pour des activités sportives, culturelles, etc. Et on a beaucoup de joie, évidemment, de contribuer à cette inclusivité que l'on veut dans notre société et évidemment dans notre organisation. Et nous avons également, plutôt récemment, Christophe, développé un programme qui est destiné à la communauté israélienne installée à Paris. C'est assez étonnant, mais il y a une belle communauté israélienne installée à Paris. Paris est la ville de la culture. Paris fait rêver évidemment le monde entier, mais aussi les Israéliens. Et donc, il y a probablement entre 15 et 25 000 juifs, plutôt 25 000 Israéliens installés à Paris et dans sa région. Et les Israéliens qui vivent à Paris n'ont pas ou n'ont jamais eu vraiment d'atome crochu avec la communauté organisée. Ce n'est pas leur sujet. Ils sont à Paris parce qu'ils sont des artistes, parce qu'ils sont des chefs d'entreprise, etc. Mais la dimension communautaire juive ne les a jamais intéressés. Le 7 octobre a tout bouleversé. Parce que après le 7 octobre, il y a eu cette solidarité qui s'est évidemment exprimée au sein de la communauté juive et également dans notre pays. Les mots forts du président ont été marquants. Le fait est que cette communauté qui s'est sentie fragilisée a eu besoin de se retrouver, et ils se sont retrouvés à l'Écuge. Et on a tissé des liens avec cette communauté aujourd'hui. On a développé un programme qui leur est dédié, un programme d'activité pour les familles, un programme d'activité pour les actifs, un programme de cours de français, de FLE, pour les nouveaux arrivant à Paris. Ce sont le plus souvent de jeunes étudiants, et donc j'ai appris par exemple que à Paris par exemple il y a beaucoup de places de cours de français, mais pas assez. Et donc voilà, les jeunes étrangers ou moins jeunes, qu'ils viennent de Syrie ou d'Israël, ont du mal à trouver des places pour apprendre le français. Alors on s'est dit, pourquoi pas, on va créer des cours, et on accueille avec bonheur une 50aine de jeunes qui viennent apprendre le français à l'Écuge aujourd'hui. Voilà un peu. Pour nos amis auditeurs, est-ce que tu peux donner les références pour qu'ils puissent aller plus loin, à quel endroit peuvent-ils se renseigner pour éventuellement prendre contact avec l'Écuge, avec l'Institut Elie Wiesel? C'est le site internet www.ecuge.fr. L'Écuge est situé dans le 10e arrondissement. On adore cet arrondissement. Ouais, c'est vraiment un arrondissement qui nous ressemble. Et des locaux très fonctionnels pour les avoir fréquentés. Oui, tout à fait. Un bâtiment de 6 étages avec une salle de spectacle et puis quelques salles d'activité polyvalentes. Et un rooftop très agréable. Et c'est surtout, et je veux vraiment le dire à nos auditrices et nos auditeurs, c'est surtout un lieu accueillant. Un lieu où on peut franchir la porte sans s'interroger sur est-ce qu'on y a notre place. Croyez-moi, chacun et chacune a sa place dans un lieu comme l'Écuge, pour peu évidemment que vous ayez identifié un centre d'intérêt, une activité particulière. Et je pense qu'on a vraiment le choix. Oui. Mais on aime accueillir particulièrement des personnes que nous n'avons jamais vues. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne très envie de vous rendre visite dans le 10e arrondissement. Nous allons marquer notre deuxième pause musicale. Est-ce que vous avez une autre musique, Gad, que vous aimeriez nous faire découvrir, nous présenter ? Excusez-moi, oui, il y a, je veux faire écho à un de nos programmes culturels que nous avons créé il y a maintenant 4 ans, qui est un programme jazz, qui s'appelle Jazz à l'Écuge. C'est assez étonnant qu'une maison juive se transforme en club de jazz une fois par mois, avec, je dois dire, un certain succès. Nous avons même eu le bonheur d'un mot qui nous
poursuit encore de Francis Marmande, qui est un immense journaliste de jazz du monde, qui dans une pleine page dans Le Monde titré L'Écuge, un nouveau temple qui brasse à Paris. Donc pour une institution comme la nôtre, c'était une sorte de consécration. Donc on aime le jazz. Et j'ai choisi un morceau de jazz, et particulièrement une voix féminine qui est extraordinaire, qui s'appelle Steffi Yaïk, qui a fait un concert en décembre dernier à l'Écuge, avec un standard, What the World Needs Now, qui est un hymne à la positivité, et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Merci beaucoup, on écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour la dernière partie de Juifs et chrétiens, dialogue au présent. A tout de suite sur KTO Radio. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. There is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. We don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. There is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. There is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. To grow, there are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing. There is just too little love. What the world needs now, sweet love, no, not
just for some, but for everyone. No, no, just for some, but for everyone. More love, more love, more love. Vous êtes bien sur KTO Radio. Nous retrouvons le père Christophe Le Sourd et son invité du jour, Gad Ibghi. À vous, Christophe. Chaque vendredi à midi un quart, des membres du Service national pour les relations avec le judaïsme s'associent au rassemblement pour les otages qui sont retenus par le Hamas. Et puis, il y a 15 jours, nous étions quelques-uns du Service national pour les relations avec le judaïsme à Tel Aviv, au Forum des familles, où nous avons été accueillis par Daniel Sheik et la maman d'une victime. Ça a été un moment extrêmement fort et émouvant. Or, il se trouve qu'à plusieurs reprises, j'ai été invité à l'Écuge pour justement rencontrer des familles d'otages. Est-ce que ce serait possible d'évoquer justement tout ce travail et cet accueil qui est mené par l'Écuge ? Oui, bien sûr. Mais avant d'évoquer ce travail de l'Écuge, je veux simplement dire mon admiration pour l'exemple que représentent ces familles des otages. Celles qui espèrent le retour. Il y a une trentaine aujourd'hui d'otages encore à Gaza, le retour d'une ou de l'un des leurs, celles qui ont perdu cet espoir et qui sont face à l'absence. Elles nous envoient tous les jours, et vous les avez rencontrées, Christophe, dans ce forum des familles, elles nous renvoient à une humanité qui est un moteur pour certains d'entre nous. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, dans la projection vers l'avenir. Pour la plupart d'entre elles, malgré le drame qu'elles vivent, elles sont dans une vision du collectif, de l'avenir de leur pays. Et effectivement, dans un pays comme Israël, avec cette culture de l'attachement à la vie, il est essentiel de continuer à se battre pour que les otages reviennent, pour que les corps aussi reviennent. Et ce n'est pas faire offense aux otages et à ce combat que je crois que c'est très très important, parce que on a toujours j'ai toujours le sentiment d'incompréhension par rapport au malheur que peuvent vivre les Palestiniens. Comme si nous n'étions pas, en tant que juifs français, ou en tant qu'Israéliens, comme si nous n'étions pas sensibles à la tragédie que peuvent vivre les populations palestiniennes aujourd'hui. Cette accusation, ce retournement de l'accusation est insupportable. Mais on n'a pas à se justifier. Oui, bien sûr, la perte d'un être cher a le même poids, qu'il soit palestinien pour une famille palestinienne ou qu'il soit israélien pour une famille israélienne. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Mais le dire, c'est déjà être dans la justification. Mais ok, passons. J'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a une nécessité de justice pour tous les habitants de cette région. Elle est politique, puisque ni vous ni moi, Christophe, n'avons la main ou n'avons la capacité, en tant que citoyens français, de faire ou d'orienter les choix politiques et de l'État d'Israël, démocratique, d'accord, et de l'autorité palestinienne, qui est une sorte d'autocratie qui se sclérose sur place, et ce n'est pas, c'est une sorte de... ou évidemment des
mouvements terroristes qui, dans tous les cas, continueront à combattre toute velléité d'arrangement, de paix, d'accord, etc. Nous n'avons aucune prise sur ce qui se joue dans ce pays et dans cette région. Mais on nous accuse, on nous impose des choix que nous ne pouvons pas mener, que nous ne pouvons pas influer. La solidarité, elle est naturelle. Il est tout à fait naturel d'être solidaire pour un juif français. En tout cas, je crois savoir qu'il y a des minorités qui ne partagent pas cette approche, mais pour un juif français, il est évidemment naturel d'être solidaire avec l'État d'Israël, avec les Israéliens et les Israéliennes. Parce qu'il y a là une question de survie pour cet État. La délégitimation de l'État, c'est au-delà d'un message politique et idéologique. On est là dans une question de survie. Au bout de la logique, il y a une question de survie. Donc, cette solidarité, elle est là. Elle n'est pas forcément politique. Elle est peut-être politique pour certains d'entre nous, mais ce n'est pas le sujet. Après tout, nous sommes quand même dans un pays libre où on peut manifester en étant à l'extrême gauche et en accusant des gens d'être des génocidaires, d'accord ? Où on peut manifester à l'extrême droite en faisant des signes nazis et on refuserait le droit à un juif d'être solidaire avec l'État d'Israël ? Ça n'a aucun sens. Donc, pour revenir à cette question des otages et à notre rôle à nous, c'est un rôle de solidarité et de fraternité. Comme vous le savez, Christophe, l'Écuge a toujours été un lieu de dialogue. Un lieu de dialogue avec toutes les composantes de la société, et particulièrement avec nos frères chrétiens, également avec nos frères musulmans. On a eu des initiatives fortes, comme l'organisation annuelle d'un iftar à l'occasion de la fin du Ramadan. Malheureusement, nous n'avons pas poursuivi cette initiative ces 2 dernières années pour des raisons qu'on peut comprendre, mais nous reprendrons le fil de cette fraternité qui nous lie. Et en tant que lieu de dialogue, on nous a demandé d'organiser à plusieurs reprises une rencontre entre des responsables religieux de notre pays et les familles des otages. Vous le savez, ces familles d'otages ont arpenté le monde entier pour essayer d'attirer l'attention sur la situation de leurs enfants, de leurs frères, de leurs pères, etc. Et à ce titre, elles sont venues évidemment en France, rencontrer des politiques, rencontrer parfois la société civile, et à l'Écuge, elles ont rencontré évidemment des responsables de tous les cultes, qui ont été, je dois le dire, d'une écoute, d'une humanité incroyable. Je crois qu'elles l'ont d'ailleurs exprimé, ça leur a fait beaucoup de bien de ressentir cette compréhension mutuelle, cette fraternité immédiate. On leur a offert du réconfort. On leur a pas offert de solution, mais on leur a offert du réconfort. Et puis il y a aussi un autre volet à ces rencontres. Ça a permis à beaucoup de nos amis ministres du culte ou responsables de culte de peut-être mieux comprendre ce que ressentent les Israéliens. Au travers des parcours singuliers des uns et des autres, n'oublions pas que on parle d'otages, mais il s'agit de gens qui étaient chez eux, qui dormaient. Il s'agit de jeunes qui étaient à un festival de musique. Il s'agit d'enfants, de grands-parents, etc. Il ne s'agit pas de soldats, d'accord ? Il ne s'agissait pas de combattants. On pourra toujours rétorquer que les Israéliens font l'armée. Ok, c'est une conscription, ils sont obligés de faire l'armée, ils le font d'ailleurs avec beaucoup de fierté et ils ont raison, mais le sujet, c'est que ce sont véritablement des otages civils qui n'ont rien demandé, qui parfois, pour la plupart d'ailleurs d'entre eux, étaient plutôt sensibles au dialogue
et un discours de paix, et qui se sont retrouvés victimes de ce terrorisme aveugle palestinien qui, à mon sens, ne dessert, mais de manière radicale, la cause palestinienne. J'ai envie de dire, comme ici, ce sont les extrêmes qui répondent aux extrêmes. Donc, si on laisse ces extrêmes gagner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on les légitime. Vous voyez ce que je veux dire, Christophe? Et c'est pas idéologique, hein, ce que je ressens et ce que j'exprime, c'est que tout simplement, comme pour nous, les extrêmes sont un danger. Et je le dis et je le répète. Et je crois que dans notre pays, ce qui a changé, ce n'est pas la sensibilité des pouvoirs publics. Je crois que ce soit au niveau du président, de différents premiers ministres que nous avons connus, ou même des ministres de l'Intérieur ou de la Justice qui sont en charge de ces sujets, il y a toujours eu une écoute et un sens des responsabilités. La réalité, ce qui a changé, c'est que ce discours radical, nous concernant, nous, juifs et citoyens français, ce discours radical occupe désormais l'hémicycle, l'Assemblée nationale. En tout cas, on entend des messages que nous n'aurions jamais pu imaginer exprimer dans un lieu comme l'Assemblée nationale. Donc on a passé un cap. Et j'aimerais bien qu'il y ait un réveil dans notre pays, hein, qui va se traduire dans les prochaines élections, qu'elles soient locales ou nationales. Et j'aimerais bien que cette question-là soit adressée. Il est normal que nous soyons préoccupés par les questions économiques dans notre pays, plus que jamais d'ailleurs. Il est normal que nous soyons occupés par la place de la France dans le monde, mais il est également normal que nous soyons préoccupés par l'impact de la xénophobie et du racisme portés par des factions politiques extrêmes dans notre pays. C'est une préoccupation qui m'inquiète, qui me porte, et je crois bien que notre pays étant une cible permanente, il ne faut pas se leurrer, une cible permanente pour l'islamisme radical, notre pays étant une cible permanente, ce qui se joue en Israël est également un indicateur de ce qui peut se jouer ici, malheureusement. Donc il faut être très, très prudent, et cette solidarité contre le terrorisme qui s'exprime là-bas est indispensable. Et oui, nous devons continuer à œuvrer à ce que les otages rentrent chez eux, parce que je crois que c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un semblant d'apaisement dans cette région. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour avoir été invité à 2 reprises à l'Écuge pour rencontrer des familles d'otages dans le cadre de rencontres organisées avec des représentants de différentes confessions et de différentes religions, j'étais extrêmement touché des témoignages de grande dignité qui étaient donnés et de capacité de résilience. Voilà. Tout à fait. C'était des grands moments d'humanité et qui faisaient que dans la plus grande diversité, c'était la fraternité qui était au rendez-vous. En tout cas, merci infiniment, Gad, de nous avoir consacré cette émission. Merci, Christophe, de cette invitation. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à tous les deux pour ce très beau dialogue que vous nous avez offert aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau dialogue au présent. Le père Christophe Le Sourd recevra un nouvel invité. Et je vous souhaite une très belle fin de journée sur KTO Radio. À bientôt. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.